Il y a cette peinture à Centre Pompidou de Judith Reigl. Comment vous avez choisi? Il y a plus. Il y a plus parce que Judith a donné des œuvres régulièrement au Centre Pompidou. Oui. Et par ailleurs, Judith a un collectionneur français qui a donné aussi régulièrement des œuvres. Il y a environ 20 œuvres de Judith au Centre Pompidou, 20 peintures et des dessins. Donc on a un beau fond Judith Reigl. De plusieurs périodes de Judith Reigl? Je dirais presque de toutes les périodes de Judith Reigl. Depuis la période surréaliste vers 1950-54 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Alors, on peut commencer avec la période de surréaliste. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations des peintures? Oui, alors c'est une peinture importante qui appartient au Centre Pompidou depuis qu'elle a été achetée en vente publique au moment de la vente de la collection André Breton. André Breton l'a reçue de Judith Reigl directement et l'a gardée toute sa vie dans son appartement. Donc c'est une peinture à laquelle évidemment Judith Reigl tenait énormément, et c'est une peinture que André Breton n'a jamais vendue, il a toujours gardée. Et c'est une peinture qui représente très très bien les débuts de Judith Reigl, puisque en fait c'est une peinture qu'on peut qualifier de surréaliste. C'est le moment où elle vient d'arriver à Paris, elle a fui la Hongrie clandestinement, comme vous savez. Elle est arrivée à Paris. À ce moment-là, elle est amie de Simon Antaï, et Simon Antaï connaît déjà les surréalistes. Donc c'est Simon Antaï qui lui fait connaître André Breton, et quand elle rencontre André Breton, elle lui offre cette peinture en 1954. La peinture est de 1950. Elle représente des personnages monstrueux, vraiment monstrueux, des chevaux, des sortes d'organismes hybrides. On ne sait pas si c'est des monstres ou si c'est des personnages de cauchemar, c'est assez curieux. Et l'un d'eux tient une sorte d'objet mystérieux. Et ils ont l'air de courir tous à travers la nuit dans un paysage qui ressemble un peu à celui de la Lune, complètement désertique. Voilà, à l'infini. Alors évidemment, le titre est très mystérieux pour les visiteurs puisque il s'appelle « Ils ont soif insatiable de l'infini ». En fait, c'est un morceau d'un poème de Lautréamont qui avait beaucoup plu à Judith et que Judith a utilisé ensuite pour titrer son tableau. Mais le tableau était fait avant. Le tableau, en fait, est inspiré d'une autre scène célèbre de l'histoire, de la Bible d'ailleurs, puisque ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est un tableau, qui est une scène célèbre. Et donc, en fait, le cavalier qui reste est originaire, si j'ose dire, de cette histoire des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, donc on est à la fois effrayé quand même par ces monstres qui ont l'air eux-mêmes de fuir quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'ils fuient parce qu'il n'y a absolument rien derrière eux. On est effrayé par ces monstres, en même temps ils sont aussi un petit peu comiques, un petit peu bizarres. On voit bien ici à la fois la dimension, je dirais, onirique du travail de Judith. Judith travaille toujours dans une sorte d'état d'esprit où l'imagination est libérée complètement, mais en même temps une sorte de distance avec ses rêves, avec ses cauchemars, où elle les transforme en autre chose, finalement, une scène un peu bizarre, aussi bizarre qu'elle est inquiétante. Voilà, donc c'est une peinture qui a beaucoup plu à Breton, qui a dit que c'était une façon d'illustrer Lautréamont très très bien. Il faut dire que c'est aussi un moment où Judith s'intéresse au surréalisme, visite les expositions surréalistes à Paris, bien sûr, avec Shimon Antaï, et s'intéresse en particulier à Max Ernst. Si on fait un peu attention, on trouve dans ce tableau une sorte d'influence de Max Ernst indirecte. Max Ernst a d'ailleurs visité sa première exposition en 1954 à la galerie d'André Breton. Donc c'est pour nous un tableau important. Et comment Judith Reigl a changé de style? Alors, elle a changé parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a considéré que l'automatisme était la plus grande découverte des surréalistes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des œuvres d'art en réfléchissant rationnellement sur ce qu'on veut faire, mais il s'agit de laisser l'inspiration couler, l'inspiration aller vers l'œuvre en quelque sorte, sans retenir, sans chercher à faire quelque chose de conforme à l'habitude, conforme au bon goût, conforme à ce qu'on attend au départ.
Et donc, les surréalistes ont prôné l'automatisme. Mais Breton était beaucoup plus sensible à l'automatisme de l'image, à l'image qui arrivait spontanément sur le tableau ou sur la feuille de papier, qu'à l'automatisme du geste. Et Judith considère, elle, que l'automatisme du geste est aussi important que l'automatisme de l'image. Et si l'automatisme déborde l'image, eh bien, il faut laisser l'automatisme déborder l'image. Même si on n'arrive pas à une image satisfaisante, ça n'a plus d'importance. Il faut dire que c'est une préoccupation qui a été très très importante après-guerre à Paris, puisqu'on la retrouve chez Chimonantaï encore une fois, qui décide lui aussi d'abandonner les images pour aller vers le geste. Et puis on la retrouve aussi chez les artistes qui s'éloignent du surréalisme, comme par exemple les peintres du groupe Cobra. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe hollandais, franco-hollandais, belge Cobra, ou franco-danois même Cobra, qui prônait l'abandon de l'image et plutôt le geste qui éventuellement parvient à l'image, mais qui est moins important que le geste lui-même. C'est-à-dire que Judith a toujours été très très désireuse de faire comprendre ça, de faire comprendre que l'automatisme est physique autant qu'il est psychique. Et que donc c'est une libération, et que la libération passe par le corps. Si à un moment le corps demande de faire des gestes, même si ça n'arrive pas à l'image, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le corps se libère, et que le corps aille vers la peinture, vers la toile, indépendamment de l'image, si nécessaire. Dans les années 50, il y a une autre peinture. Ben voilà, c'est un bon exemple. Absolument. C'est un bon exemple parce que là, c'est une peinture qui s'appelle Centre de dominance, qui est une peinture, en fait, où la gestualité prime tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'image, il n'y a plus que le mouvement même de la peinture, du bras. On devine le bras de Judith parcourant la toile avec de la peinture. Au départ, elle étale de la peinture, elle jette de la peinture sur le tableau, et ensuite elle l'étale avec une sorte d'objet en métal, ou quelquefois même à la main. Et donc le travail est le résultat de ce geste violent que Judith exprime sur la toile. Et on le devine, ce geste violent. Mais elle dira elle-même, si vous lui en parlez, elle dira elle-même, mais bien sûr c'est mon corps, mais aussi c'est le cosmos. Le cosmos fonctionne aussi comme ça. Si on regarde une photographie astronomique, on verra aussi des planètes tourner autour du Soleil, ou même les étoiles tourner les unes autour des autres. Et donc finalement le corps se rapproche du cosmos, de l'ordre du cosmos, en se laissant aller à sa propre gestualité. Pour Judith, il y a à la fois le corps et le cosmos ensemble. Si j'ose dire, le microcosme et le macrocosme. Le microcosme, c'est le corps, mais le corps est tellement intégré à l'ordre du monde que, naturellement, il fait des gestes qui le rapprochent du mouvement même du cosmos. Là, on voit qu'il n'y a plus besoin d'image, en fait. Mais en même temps, je suppose que si on interroge un visiteur sur ce tableau, il dira que c'est peut-être effectivement les étoiles qui tournent ou la Terre et le Soleil. Enfin, il peut donner des images qui peuvent évoquer, que ce tableau peut évoquer. Oui, Judith, toujours, j'ai demandé quelque chose, et elle redemandait. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, elle veut qu'on soit libre vis-à-vis de l'œuvre. Quelquefois, elle trouve qu'on interprète de façon trop directe, trop immédiate les œuvres. Elle dit, mais moi, déjà, je m'exprime. Et après, on voit ce que ça donne. Mais la préoccupation de l'expression est première, toujours première. Et ensuite, on voit le résultat. Mais ça, c'est assez fréquent chez les artistes des années 50, des artistes de l'après-guerre. Quand on pense à Jackson Pollock, par exemple, où l'expression est première. Bon, on sait que Jackson Pollock faisait goûter la peinture par-dessus le tableau étant posé au sol. Il faisait des sortes d'entrelacs avec la peinture, et il faisait une sorte de danse au-dessus du tableau. Bon, quelquefois ça arrivait à des visages, hein, mais quelquefois ça n'arrivait à rien qu'à une sorte d'entrelacs décoratif en quelque sorte. Mais ça, c'est très très important chez les peintres de l'après-guerre, l'idée de l'expression première. Et ça vient beaucoup du surréalisme, ça vient beaucoup de l'idée de l'automatisme, qui est une des données fondamentales de l'art surréaliste, que ce soit en littérature ou en peinture. La poésie surréaliste, c'est une poésie aussi automatique, c'est-à-dire que les mots arrivent sous la plume. On ne se dit pas, non, celui-là, c'est pas très poli, ou c'est pas très correct de dire ça. On le dit parce qu'il faut que les choses sortent de soi-même. Voilà l'idée. Et pour Judith, ça a toujours été très important. Même si quelquefois, c'est ce qu'elle disait elle-même, elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle faisait.
Par exemple, à certains moments, au milieu des années 60, elle a vu des personnages réapparaître dans ses tableaux. Elle a dit « mais non, je ne peux pas faire ça, moi je suis un peintre abstrait, je ne vais pas revenir faire des personnages parce que j'avais déjà fait des personnages avant, donc je ne reviens pas là-dessus ». Et puis le personnage, elle a fait un autre tableau, elle a essayé de l'effacer, le personnage est revenu, elle a refait un autre, etc. Elle a dit « bon, finalement c'est comme ça, je dois accepter le fait que ces personnages que je ne connais pas, que je ne comprends pas, reviennent dans ma peinture. Ils visitent ma peinture, et donc je dois accepter ça. » C'est l'inconscient, c'est ça. C'est ce qu'elle appelle l'automatisme physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt en disant non, ça, c'est pas mon style, je m'arrête là parce que c'est plus mon style. Ça lui est absolument égal, que ce soit abstrait ou figuratif, ça n'a pas d'importance pour elle. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas toujours été comprise. C'est-à-dire qu'en France, particulièrement, dans les années 50-60, il y avait les figuratifs d'un côté et les abstraits de l'autre. Et si on était figuratif, on n'était pas abstrait. Si on était abstrait, on n'était pas figuratif. Et donc, il y a certains conservateurs de musées qui ont vu les tableaux de Judith, qui étaient favorables à l'abstraction, qui ont dit non, la figuration, on ne veut pas savoir ce que c'est. On veut bien l'abstraction, mais pas la figuration. Donc elle a eu beaucoup de mal à faire comprendre son travail. Parce que pour elle, il n'y a pas de séparation entre les deux. Il y a la peinture et il y a l'expression automatique. Et en général, où est la position de Judith Reigl dans l'art moderne? Alors, comme on le voit, elle a traversé en fait tous les courants, beaucoup de courants. Elle a traversé d'abord la peinture surréaliste. Elle a même été réaliste quand elle était en Hongrie. Elle a fait des tableaux réalistes. Elle a été surréaliste ensuite. Ensuite, évidemment, elle s'est rapprochée de l'abstraction gestuelle telle qu'elle est en France, par exemple de quelqu'un comme Georges Mathieu, dont elle était amie, proche. Et puis ensuite, elle s'est intéressée au nouveau courant qui apparaissait dans l'abstraction dans les années 70, qui travaillait des deux côtés de la toile. C'est-à-dire qui peignait la toile ou qui posait la toile au sol, qui la teignait, qui mettait de la teinture des deux côtés. Ça l'a intéressée, mais elle-même a reçu des jeunes artistes des années 70 qui travaillaient comme ça. Et donc il y a eu ces échanges autour de l'abstraction, de la fabrication même, si j'ose dire, de l'œuvre. Et donc elle a été proche aussi de ces courants-là. Et puis après, revenons encore une fois à la figure, elle a été à nouveau isolée en fait, parce que ce retour encore à la figure l'a séparée de ces artistes abstraits français des années 70. Donc il y a eu toujours ces allers-retours. Qui pour Judith n'en sont pas. C'est pour Judith tout simplement son expression personnelle et les figures n'ont pas toujours été comprises, même plus tard dans les années 80, elle était assez isolée, on disait pourquoi que c'est que ces personnages qui reviennent, encore une fois, décidément elle ne s'en sort pas, enfin bon. Mais je crois qu'elle a cette personnalité, ce courage de dire ça c'est votre préoccupation, la mienne c'est d'exprimer ce que je ressens sur le moment où je le ressens. Et même de passer par des moments de doute, des moments d'inquiétude, parce qu'effectivement, elle ne sait pas où elle va, mais c'est ce qu'elle veut aussi. Elle ne veut pas savoir où elle va. Mais quelquefois, ça l'inquiète aussi, mais elle y va quand même, c'est son courage. Oui, oui. Parlons peut-être de cette peinture et cette peinture, mais quelques phrases peut-être. Alors, celle-ci, c'est une peinture qui s'appelle Guano. Vous savez que le guano, c'est les excréments des oiseaux. C'est une peinture qui a été faite, en fait, quand Judith a considéré que certains tableaux étaient ratés. Dans les tableaux gestuels qu'elle faisait dans les années 50, certains étaient réussis pour elle, donc elle les gardait, et d'autres étaient ratés, donc elle les posait au sol pour marcher. Et donc, elle a marché quelquefois sur ces toiles pendant des années, et comme elle continuait à peindre, la peinture, la matière picturale, faisait des sortes de couches d'accumulation sur les toiles. Et puis au bout de 10 ans, elle a ressorti ces toiles, elle a dit mais finalement c'est intéressant, et donc je vais retravailler dessus. Et donc elle a vu, en ressortant ces toiles du sol, de l'atelier, elle a vu des formes qu'elle-même n'avait pas prévues, et qui lui ont donné l'envie de les mettre sur châssis. Elle a été, je crois, très impressionnée toute sa vie par tout ce qui était tombeau, par les tombeaux, y compris par les ruines ou par les pierres, enfin, tous ces aspects minéraux du monde. Et elle a quelquefois trouvé que ces sortes d'éléments picturaux accumulés évoquaient des sortes de pierres tombales très lourdes qu'elle voulait garder.
Et c'est comme ça que la série Guano est arrivée, par un souci de récupérer des choses qui se sont faites, je dirais presque malgré elle. Et ça, le malgré elle est très important pour elle, c'est-à-dire que la décision, c'est simplement de garder, éventuellement de mettre en forme. Ici, on devine qu'elle a repassé un trait au milieu, mais que la matière picturale s'est faite d'elle-même, en fait. Redonner une forme à quelque chose qui, au départ, n'en a pas. Et retrouver finalement un sens à quelque chose qui s'est fait tout seul. Encore une fois, on est dans l'automatisme, quoi. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, Judith, en fait, a peint des deux côtés, avec deux peintures différentes, une peinture grasse et une peinture maigre. Alors, la peinture grasse, ce sont les bandes rouges que vous voyez. Il faut imaginer que le tableau est accroché d'abord, la toile est d'abord accrochée sur le mur, et elle longe le tableau avec une éponge, qui est pleine de peinture, et elle fait ses traces comme ça elle-même. Après, elle renverse le tableau, et de l'autre côté de la toile, elle met de la peinture maigre. Et donc c'est la peinture maigre qui va envahir par l'arrière la peinture déjà posée, et qui va dessiner tous ces filets, toutes ces rivoles, tous ces caniveaux. Et donc finalement, c'est un travail d'elle-même, mais aussi c'est un travail de la peinture par elle-même. C'est la lutte de deux peintures. Elle dit toujours, c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard, c'est-à-dire que quand on pose de l'eau sur les plumes d'un canard, il y a des endroits où l'eau reste, des endroits où l'eau s'en va. Et donc la peinture grasse, évidemment, chasse la peinture maigre sur le côté, il reste cette espèce de combat entre la peinture grasse et la peinture maigre. Et ensuite, alors soit elle dispose l'œuvre horizontalement, soit elle la dispose ici verticalement. Et il y a cet effet, effectivement, ce n'est pas passé, elle ne travaille pas du tout au pinceau, là, il n'y a aucune trace de pinceau. C'est ce jeu qu'elle organise entre les deux peintures. Et quand elle trouve que la toile est trop remplie, qu'elle est trop épaisse, qu'elle est trop mangée par la peinture, elle dessine ce qu'on voit là-bas, c'est-à-dire une porte pour sortir de tableau. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle Entrée-sortie. Voilà. Et alors, dans ces tableaux-là où elle dessine une porte, elle finit une fois de plus par revoir apparaître un personnage. Et là, on a un exemple d'un personnage qui a l'air de sortir du tableau. C'est sans arrêt ce jeu d'apparition, de disparition. Mais si on regarde tous les tableaux ici, ils jouent tous sur ce phénomène. Le premier tableau surréaliste qu'on a vu, ce sont des apparitions. Des apparitions incompréhensibles, mystérieuses, oniriques, etc. Et mais on devine qu'il fuit quelque chose qui a disparu. Mais qu'est-ce qui a disparu? On ne sait pas. Bon. Là, c'est pareil. La peinture apparaît, disparaît par le contact des deux matières différentes. Les personnages apparaissent et semblent aussi disparaître en même temps. Le personnage qu'on voit ici, il a l'air de sortir de la nuit, mais on ne sait pas s'il ne va pas à nouveau être absorbé par la nuit. Il y a toujours ce jeu apparition-disparition qui est fondamental. Et pour Judith, c'est essentiel. C'est-à-dire que la peinture n'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose d'instable qu'il faut juste faire venir à la surface de la toile, en quelque sorte. Il y a ce jeu sur l'apparition inattendue, toujours inattendue de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est un travail intéressant, parce qu'elle ne s'y attend pas elle-même, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez dans 20 ans ou dans 10 ans? Où sera la place de Reigl? Personne ne peut dire, parce que la postérité n'est pas toujours fiable. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, d'autres qu'on n'a pas connus pendant des années, qu'on voit réapparaître, donc on ne sait pas. Ça a été souvent le cas. Pendant longtemps, par exemple, Marcel Duchamp n'était pas considéré comme un artiste important. Bon, maintenant, il n'y a pas un garçon de 20 ans à l'école des Beaux-Arts qui ne considère pas que Duchamp, c'est important. Mais pendant longtemps, dans les années 50 ou 60 à Paris, Duchamp était considéré comme moins important que ses frères, que Jacques Villon était plus important. Bon, aujourd'hui, plus personne ne parle de Jacques Villon et on parle de Marcel Duchamp. C'est comme ça, c'est comme ça. La peinture est comme ça. Il y a des artistes qui resteront... Alors ça dépend de quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, ça dépend de la capacité d'un artiste à apporter quelque chose d'inattendu, qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que Marcel Duchamp a apporté quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui était le ready-made, et que son frère, non, finalement, n'a pas fait. Donc son frère, c'était un bon peintre, mais ce n'était pas un inventeur. Donc ça dépend déjà de la qualité. Et ensuite, de la capacité du spectateur à faire sortir quelque chose, à découvrir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Donc je pense que Judith Reigl aura toujours ses amateurs, ses fanatiques. Est-ce qu'ils seront 50, 100 ou 2 millions? On n'en sait rien, je ne pourrais pas vous le dire. Et à la limite, Judith s'en fiche. Elle s'en fiche parce qu'elle se sera exprimée comme elle aura voulu. Elle aura fait les tableaux. Ces tableaux auront été vus par des gens et appréciés de son vivant. Et pour elle, c'est ça le principal. Bon, après, bon, hein, qu'est-ce qui reste de la peinture guatémaltèque aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.